Bonjour tout le monde, nous sommes à Nancy, la ville où se déroule l'essentiel de l'histoire racontée dans Exorcisme et qui parle de l'adolescence de son auteur, Gérald Bronner, qui me reçoit chez lui dans quelques instants. Le livre raconte une jeunesse défavorisée et mouvementée. On découvre un garçon bagarreur, violent, qui flirte avec la délinquance et qui a frôlé la catastrophe à plusieurs reprises. Il nous présente aussi et surtout son attrait pour les coïncidences, l'inexpliqué, qui se mue en une quête d'un message transcendant, divin, qui se poursuit avec une véritable radicalisation dans une croyance millénariste, où se mêlent des capacités extrasensorielles, des mystères du passé, oubliés ou cachés par des sociétés secrètes, de la magie noire, et la recherche angoissée des moyens de provoquer la fin du monde. Rien que ça. Puis vient le récit d'une déconversion progressive, une décroyance, qui prend le chemin de l'engagement politique, et enfin celui de la sociologie, de la science. Aujourd'hui, Gérald Bronner est professeur en Sorbonne, membre de l'Académie nationale de médecine, de l'Académie des technologies et de l'Institut universitaire de France. En 2021, il préside la commission Les Lumières à l'ère numérique, installée par le président Macron. Il est également chevalier de la Légion d'honneur. Nous sommes avec un transfuge de classe, c'est le thème de son précédent livre Les Origines, mais aussi avec un rescapé de la croyance qui a choisi comme profession d'étudier justement ce phénomène des croyances et de l'irrationnel. Et donc je suis très heureux de vous présenter cette interview à l'occasion de la sortie de son dernier livre. C'est parti pour les questions. Donc Gérald Bronner, merci de nous accorder cet entretien. Ce dernier livre, Exorcisme, y a-t-il une raison spéciale pour laquelle vous l'avez écrit maintenant ? Oui, certainement. D'abord, je ne veux pas me défausser, mais je dois dire que ce n'est pas moi qui ai décidé vraiment d'écrire ce livre. Ce n'est pas moi qui en ai eu l'idée. Bien sûr, j'ai décidé de dire oui. C'est mon éditeur Christophe Bataille qui, en fait, en lisant certaines de mes interviews, quand on me pose la question, je n'ai jamais caché le fait que j'étais très croyant, étant adolescent, disons entre 15 et 25 ans, grosso modo. Et ça l'a intrigué. Et lors d'un déjeuner, il m'a dit « raconte-moi ». Et je lui ai raconté. Et il m'a dit « tu ne peux pas ne pas en faire un livre ». Je me suis laissé convaincre. Et c'est vrai que le moment que j'ai choisi, et j'espère le bon, c'est-à-dire que j'aurais pas pu raconter, non pas que je la cachais, encore une fois, j'ai jamais dissimulé cet aspect de ma vie, mais je me sentais peut-être pas prêt encore à raconter dans les détails, j'aurais peut-être pas eu ce regard apaisé et peut-être distancé. Et puis il y avait une autre demande d'un autre éditeur, qui est Alexandre Lacroix, qui est celui qui dirige Philosophie Magazine, qui m'avait demandé un autre livre sur les origines cette fois. Alors j'avais commencé à me raconter un petit peu dans les origines, un tout petit peu. Et je reprends dans Exorcisme à la fois les anecdotes que j'y raconte, mais en racontant tout le contexte, tout ce qu'il y a autour. Et parce que dans les origines, la vraie question c'était comment devient-on qui l'on est ? Et dans Exorcisme, je raconte plutôt la façon dont je me suis mis à croire radicalement et comment j'ai peu à peu pris de la distance par rapport à ces croyances radicales. Nancy est un personnage de l'histoire. Hein. Ah oui. Donc les gens qui sont du coin vont reconnaître des lieux. Alors je voudrais commencer par un des mots de la fin du livre, où il y a un nom qui est lâché, qui est Tolkien, donc un auteur que maintenant les gens connaissent bien. Le Seigneur des Anneaux a joué un rôle dans ce parcours. Et je voudrais savoir, à la fois d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue scientifique, si on a des données, si la littérature fantastique, mais aussi la BD et le cinéma de genre, a un impact sur notre rapport à la réalité, à la magie, au symbolisme. Est-ce un peu la faute à Tolkien, si vous avez cru avec tant de ferveur, ou bien est-ce un peu grâce à lui que vous en êtes sorti, ou un peu des deux ? Je dirais ni l'un ni l'autre, même si Tolkien, et en particulier le Seigneur des Anneaux, plus que Bilbo le Hobbit par exemple, a eu un impact sur mon imaginaire. Mais j'étais, j'avais une demande, mais je ne trouvais pas l'offre. C'est-à-dire qu'à cette époque, on parle des années 80, il n'y avait pas tellement d'offres de littérature de fantasy. Il y avait Lord du Sani, il y avait Elric le Nécromancien, par exemple, avec Morcock, avec qui j'ai eu l'occasion de dîner d'ailleurs, grâce à Sébastien Lubinski, un auteur qui le connaissait bien. Et évidemment, et tout à coup, cette somme Tolkien, que j'ai découverte grâce à mon oncle, parce que je le raconte, effectivement, je viens d'un milieu très modeste où malheureusement,
Il y avait très peu de livres, on n'écoutait pas de musique, enfin bref, l'élément culturel c'était surtout la télévision. Et j'avais soif, voilà, j'avais soif d'imaginaire et Tolkien a largement, non pas étanché ma soif, parce que malheureusement c'est le genre de soif qui ne s'étanche jamais, mais en tout cas il m'a nourri. Et je crois que c'est rentré en coïncidence avec le désir de vivre dans un autre monde, tout simplement, comme beaucoup de ceux qu'on appelle les geeks, tout simplement, les nerds. Alors ça peut être à travers les jeux vidéo, bien sûr, les séries télé maintenant qui sont d'excellentes factures, ou la littérature. Il y a quand même une volonté, il y avait une volonté chez moi, petit, jeune, d'imaginer un autre monde et de se dire pourquoi pas. Pourquoi ne pas plier le réel à mon désir? Et pourquoi, après tout, on n'inventerait pas un monde qui serait comme cela? Et je crois que j'ai mis des années dans cette adolescence, mais j'ai fini par trouver des gens qui ont eu la folie d'essayer de cheminer avec moi vers cette hypothèse de changer le monde par le désir, tout simplement. Est-ce que la fiction a aidé à en sortir? Et est-ce qu'on a des données, au-delà de votre parcours, est-ce que la science nous dit du rôle de la fiction dans ce type de parcours? Alors, pas à ma connaissance. Il y a beaucoup de travaux qui s'intéressent à la contamination de la perception du réel par la fiction. Et il y a très nettement des liens, simplement ils sont très difficiles à établir parce qu'on ne fait jamais que regarder une fiction. Bien sûr, on baigne dans un univers, on a des désirs, donc ça peut être des paramètres qui covarient ensemble. Donc établir que la causalité de la fiction est là, c'est difficile de dire, mais en tout cas, ceux qui s'intéressent à l'histoire des idées, par exemple, ont remarqué qu'à plusieurs reprises dans l'histoire récente, la fiction avait précédé l'apparition de croyances. C'est le cas du spiritisme, par exemple. Avant que le spiritisme s'organise comme une quasi-religion, prenons les cercles Allan Kardec, par exemple, on avait toute une série de nouvelles gothiques qui envisageaient la possibilité de communiquer pour les vivants avec les morts, en écoutant les coups dans les murs et qui vont bientôt se porter sur des tables et se reporter sur le Ouija, etc. C'est un peu la même chose, par exemple, pour les vagues de croyances soucoupistes. L'idée qu'il y ait des soucoupes volantes. Elles ont été précédées par la littérature, y compris le mythe des anciens astronautes, par exemple, qui peut être reporté encore assez récemment par Maître Gims, là, qui imaginait qu'il y avait de l'électricité dans les pyramides. Tout ça a des racines assez anciennes dans la mythologie populaire, qui disait que, par exemple, des civilisations extraterrestres auraient pu fonder la civilisation humaine, notamment dans ces manifestations les plus spectaculaires, comme des pyramides ou autres. Eh bien, ce type d'hypothèse, vous les trouvez déjà dans la littérature fantastique, d'archéologie romantique, etc. Donc, il y a quand même une précession, quelquefois, de l'imaginaire fictionnel sur l'apparition des croyances. Ça ne veut pas dire qu'il y a un lien de cause direct, parce que je ne pense pas que les gens regardent un film ou lisent un livre en se disant « c'est vrai ». Par contre, ce que ça peut créer, peut-être, mais c'est qu'une hypothèse, c'est un ouvroir en quelque sorte du possible. C'est-à-dire que avant de croire, il faut préparer son esprit par l'imagination. Et peut-être que la fiction y contribue. Ouais. Ça, c'est le côté un petit peu pente savonneuse. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir un effet protecteur lorsqu'on sait qu'on a affaire à de la fiction, de reconnaître les mêmes ingrédients lorsqu'on a affaire à un discours qui se veut vrai? Alors certainement, mais tu me poses là une question qui mériterait des expérimentations, des études. Elles existent peut-être, mais je ne les connais pas. Mais c'est tout à fait une hypothèse qui ressemble un peu à ce qu'on appelle du pre-bunking. Et le pre-bunking a montré... Alors qu'est-ce que c'est le pre-bunking? Je le dis, c'est justement de préparer les esprits, c'est la théorie de l'inoculation, un peu comme un vaccin en quelque sorte, en présentant à des individus, par exemple des théories du complot, parfois un peu outrées, et qui fait que quand ils vont les rencontrer et les reconnaître, ils sont déjà un peu préparés, et donc ils auront moins de chances de les endosser. On peut imaginer que la fiction apporterait ce type de service, si je puis dire. Il faudrait le vérifier. Le problème, c'est que, là encore, il faudrait des individus qui ne soient pas disposés à croire, c'est-à-dire qui n'aient pas envie de croire. Ce que l'on sait, par exemple, c'est que les conspirationnistes ont un grand goût pour les films conspirationnistes. Vous voyez, ce n'est pas les films qui les rendent conspirationnistes, mais ils vont vers des fictions qui les confirment dans leurs croyances. Je pense que la fiction peut servir à U ou à Dia, en effet, et ça mériterait de mettre un peu de science là-dedans si on n'a pas déjà. Donc, vous êtes également auteur de science-fiction. Je rappelle, Comment je suis devenu un super-héros sort en 2007. On en fait un film en 2022. C'est pas rien, hein? Oh. Et c'est pas évoqué du tout dans le livre. Alors, ça fait partie du parcours. Donc, je me suis dit, mais pourquoi? Et alors, comment est-ce qu'on peut connecter ce roman? Alors, je sais pas quand est-ce qu'il a été écrit. En tout cas, il est sorti en 2007. Comment ça s'intègre justement à ce parcours de croyance et après de prise de distance?
Alors j'ai publié un certain nombre de romans, pas beaucoup, mais 4 en l'occurrence. Et effectivement, je suis rarement arrimé à ce travail littéraire. Bon, d'abord parce que moi-même, je ne me considère pas vraiment comme un écrivain, mais j'aime raconter des histoires. Alors bon, je me fais plaisir. Si je trouve des éditeurs que ça intéresse, tant mieux pour moi. Mais il se trouve qu'avant de... En fait, c'était ma première entrée dans le monde un peu de la culture, si je puis dire. Bien avant de m'intéresser à la sociologie, j'écrivais des poèmes étant petit, etc. Donc j'avais une appétence. J'écrivais des nouvelles et donc j'en ai lu. C'était mon entrée aussi dans la littérature. J'écrivais bien sûr des nouvelles fantastiques, des nouvelles horrifiques. Et pour répondre à ta question, je dirais que je me permets dans mes romans de déposer ce que je ne fais pas dans mes essais, c'est-à-dire des spéculations, y compris métaphysiques, parce que je reste la présence, on va en reparler peut-être, mais la présence d'un sens du monde et la volonté chez moi de ne plus, c'est comme ça que je définirais le rationalisme, par exemple, enfin mon rationalisme en tout cas, c'est la volonté de ne plus aliéner ma pensée à des propositions intellectuelles qui sont désirables. Voilà. Et en tout cas, ne pas les endosser parce qu'elles sont désirables. Être désirable, ça ne veut pas dire être faux, mais désirable, ça ne veut pas dire être vrai non plus. Or, le croyant souvent bascule dans la croyance parce qu'il adopte des propositions qui lui paraissent désirables et puis aussi rationnelles, subjectivement, de certaines façons. Il y a toujours des raisons de croire, subjectivement rationnelles, j'ai bien dit. Et donc, la fiction aujourd'hui me permet quand même de me décharger en fait de mes obsessions métaphysiques. D'ailleurs, mon tout dernier roman s'appelait Comme des dieux, s'intitulait Comme des dieux, et envisageait la question c'était un peu loufoque, d'une télé-réalité qui était en fait animée par une secte protestante qui cherchait à caster le nouveau Messie, tout simplement, quoi. Donc en fait, c'est au croisement de certaines de mes obsessions, la visibilité sociale, les questions métaphysiques, et je ne réponds pas évidemment dans ce roman à la question de savoir s'il faut prendre ça au sérieux ou pas. Les questions métaphysiques donc m'intéressent toujours beaucoup. Je me définis moi-même d'ailleurs pas comme un athée à proprement parler, même si je comprends qu'on puisse le faire. Je me considère comme un agnostique, c'est-à-dire je considère que sur ces questions métaphysiques, on ne peut pas apporter de réponse qui soit vraiment méthodique. Ce que l'on peut faire, c'est révoquer ceux qui affirment apporter des preuves de l'existence de Dieu. Et d'ailleurs, j'ai fait partie de ceux qui combattent ces preuves de l'existence de Dieu dans l'espace public, notamment sur les miracles de Lourdes. J'ai fait quelques publications sur ces questions. Donc je pense qu'en effet, il faut battre en brèche ces propositions qui prétendent faire la preuve de l'existence de Dieu ou de pouvoirs surnaturels, etc. Mais je juge, même si je sais que ces questions, toi, t'ont beaucoup intéressé dans un livre, je juge très âpre et très ardu la question d'approcher métaphysiquement, méthodiquement des questions métaphysiques, comme celle du sens du monde, par exemple. Moi, je m'entends d'interroger les réponses que donnent certains. Je suis athée au sens où je dis non aux énoncés. Absolument. Absolument. Alors, dans le livre, il y a une sorte de société secrète dont je te dis vous, je te dis tu, dans le flou, voilà, avec des gens qui se réunissent. C'est déjà un premier pas vers une sorte de mouvement sectaire. Ça pourrait avoir ressemblé à ça avec les mots d'aujourd'hui. Ouais. Dans quelle mesure rassembler des gens autour d'un projet de ce genre affecte les croyances? A-t-on plus de chances d'être contredit et donc d'écarter les idées les plus extrêmes, ou au contraire, de se construire une chambre d'écho? Est-ce que cette dimension-là collective dans ton histoire est importante? Elle est fondamentale. J'ai cherché très vite, très tôt, et tu as raison de pointer le Seigneur des Anneaux, parce que la première fois que j'ai cherché quelqu'un pour rêver avec moi, je le raconte un peu d'ailleurs dans le livre, c'est autour du Seigneur des Anneaux. Je voulais qu'on mène des petites investigations, on a 12 ans, faut mettre dans le contexte, pour prouver que peut-être les elfes avaient existé, etc. Parce que je voulais qu'ils existaient. J'avais bien du mal à convaincre mes petits camarades, donc je les forçais un peu à lire le Seigneur des Anneaux et à faire un peu des recherches, entre guillemets, avec moi. Et puis, un jour, eh bien, je rencontre Naïl, qui est toujours mon ami aujourd'hui, qui est un frère même, d'une certaine façon. Et nous arrivons tous les deux à nous convaincre de rêver ensemble. Je crois qu'on ne peut pas, c'est extrêmement difficile de se radicaliser tout seul.
Il y a très peu, d'ailleurs, d'esprits radicalisés, y compris dans l'histoire du terrorisme, qui soient absolument seuls. Peut-être le Unabomber, c'est l'exemple que l'on donne, mais c'est vraiment une exception la plupart du temps, et c'est bien normal. Quand on opte pour croire à des choses très spectaculaires, comme c'était mon cas, puisque je croyais que la fin des temps allait arriver et que Nancy, qui est en effet un personnage du roman, allait y jouer un rôle tout à fait particulier. C'est donc des croyances très perchées, il faut le reconnaître. C'est pas juste croire à la télépathie ou à des pouvoirs de l'esprit. Non, nous étions vraiment millénaristes. Et donc, ces croyances, elles sont si radicales qu'évidemment, l'environnement social, familial, va te contredire sans cesse. Donc, tu ne peux pas tenir tout seul. Tu ne peux tenir que si tu trouves des camarades avec toi pour rentrer pas à pas, dans des croyances folles, sans être fou. J'insiste, à aucun moment j'ai été fou, et pas plus Naïl, pas plus que les autres. Donc effectivement, ce que nous constituons, c'est une chambre d'écho. Évidemment qu'on va commencer à se protéger des autres, et puis comme on a une forme de charisme quand même à cette époque-là, on fait beaucoup de sports de combat, on a la gouaille, je le traduis peut-être pas beaucoup, mais on est très drôle, enfin on aime beaucoup s'amuser, on se prend pas tant au sérieux que ça en fait, c'est très paradoxal. Et donc on attire toute une série de gens qui sont avec nous sur les tatamis, qui traînent un peu dans la rue avec nous, et on a un groupe quand même très très atypique. Et bien sûr que ma propre mère va rentrer dans ce mouvement. Et je dirais par contre que le terme ne me ferait pas peur, hein, si c'était le cas. Je pense que c'était quand même pas une secte à proprement parler. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas vraiment de gourou et il n'y avait pas de dogme établi. Hein, c'était plutôt un panier, un fourre-tout avec des tas d'idées. Il y avait cet axe central qui allait avoir la fin du monde et que Nancy était la ville de prédestination de ce moment historique, que nous, bien sûr, on y joue un rôle majeur, quoi, comme tous ceux qui imaginent ce genre de choses. Mais il n'y avait pas vraiment de dogme établi, il n'y avait pas d'interdit ou quoi que ce soit, vous voyez, il n'y avait pas de ligne dogmatique et on ne pouvait pas être vraiment des gourous. Parce qu'on avait besoin, enfin moi en tout cas, j'avais tellement besoin de croire que c'était vrai, que ça aurait été totalement désenchantant, que j'ai l'impression de manipuler les autres pour obtenir quelque chose d'eux, je ne sais quel avantage, ne serait-ce que de prestige ou autre. Et je n'aurais certainement pas donné une date, par exemple, de fin des temps, parce que ça veut dire que je l'aurais connue, et je savais bien que je ne la connaissais pas cette date, donc je n'aurais pas pu me mentir à moi-même à ce point-là. Voilà. Et donc c'était un groupe, je n'appellerais pas une secte, mais on a été jusqu'à une soixantaine. Et donc c'était pas rien pour une petite ville comme Nancy. Ouais. Une fois qu'on a dit ça, il y a eu cette phase-là. Est-ce que malgré tout c'est normal d'avoir une sorte de phase de questionnement métaphysique, existentiel? Ou est-ce qu'il faut s'inquiéter si un adolescent se passionne pour les histoires de fantômes, de vérités cachées par les élites, des forces naturelles, etc. Il y a des gens, il y a même des parents qui vont regarder, et disent, mon Dieu, mon fils ou ma fille, c'est ce qui se passe maintenant. Est-ce qu'il faut être inquiet ou est-ce qu'il faut être plutôt cool? Non, alors là, pour le coup, c'est un peu le biais du survivant. Parmi ceux qui vont s'intéresser à ces phénomènes paranormaux, etc., il y en a quelques-uns qui vont basculer dans des formes de radicalité sectaires, par exemple, c'est possible, mais ils sont très rares. Évidemment, si on fonde son raisonnement sur les quelques-uns, on va considérer que c'est très dangereux, ces symptômes, ces signes avant-coureurs. Je crois que statistiquement, même si je n'ai pas des chiffres en tête, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est même, je crois, assez normal, en particulier quand on est adolescent, de se poser des questions de cette nature. Et quant à moi, en tout cas, heureusement, on n'a fait de mal à personne dans notre histoire, mais si je n'avais pas connu cette période, je ne serais pas du tout l'homme que je suis aujourd'hui devant toi. Je ne serais pas le sociologue des croyances que je suis, je ne me serais pas intéressé probablement aux croyances d'ailleurs. Et donc, cette période, je ne la regrette pas du tout. Mais malheureusement, elle aurait pu, dans certains mondes possibles, m'attirer en effet vers des actions qui auraient foutu ma vie en l'air, je le dis franchement. Donc il y a toujours un danger à vivre, hein, quoi qu'il en soit. Je crois qu'en tout cas, quand il y a un adolescent qui s'intéresse à ce genre de choses, voire à des croyances qui sont plus inquiétantes, il n'y a pas de science de ça. Mais le fait est que je crois, donc je ne sais pas, je sais, je crois profondément qu'il ne faut pas humilier la personne qu'on a en face de nous, et il ne faut pas rompre le dialogue. Je sais que c'est extrêmement dur, parce que moi-même je suis papa. Si ma fille tout à coup s'était mise à croire à des choses très radicales, j'aurais paniqué, comme n'importe qui. Et quand on panique, on essaye de rattraper l'autre le plus vite possible. Si c'est possible, je crois qu'il faut garder une forme de quiétude et pratiquer, comme certains rationalistes, zététiciens l'ont fait, c'est-à-dire l'entretien épistémique.
C'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi l'autre croit ça, essayer de l'interroger sur ses propres sources et l'inciter à aller vérifier ses sources, bien sûr, comme on fait, à analyser ses raisonnements et puis se rappeler que les statistiques ne nous sont pas trop défavorables. La probabilité de chance que cet individu bascule dans une forme de radicalité dangereuse, elle est quand même assez faible. C'est un peu rassurant. Alors faisons un peu de fiction. Gérard Bronner a 16 ans aujourd'hui. Le monde est un peu différent de ce qu'il était. Qu'est-ce que ça change d'avoir aujourd'hui les réseaux sociaux dans la trajectoire que tu as connue? Qu'est-ce que ça aurait pu changer en bien ou en mal? Je crois que Dieu merci, j'ai pas eu Internet. Je le dis pour moi, hein, je ne généralise pas, mais pour moi, Dieu merci, car je suis absolument persuadé que j'aurais fouillé, trouvé encore plus de coïncidences, parce que ce qu'il faut bien dire, c'est que cette croyance qui m'est venue de millénaristes, etc., elle est fondée sur des raisonnements et sur des expériences. C'est pour ça que c'est très dur à déraciner. C'est-à-dire qu'on avait beau me dire ce qu'on voulait, moi, j'avais l'impression que j'avais vécu des coïncidences extraordinaires. Et d'ailleurs, en effet, il y a des choses qui sont étonnantes, mais qui, ramenées à la taille de l'échantillon duquel elles étaient issues, ce que je n'étais pas capable de faire, ne sont pas plus étonnantes que ça. Mais si j'avais eu Internet comme outil, je serais allé chercher des preuves, j'aurais constitué un millefeuille argumentatif encore plus imposant que celui dont je me nourrissais, et puis probablement que j'aurais trouvé d'autres individus. Le CERF, puisque c'est comme ça que s'appelait notre groupe, aurait été bien plus imposant. Nous, on a été atteints par la viscosité sociale, c'est-à-dire que les efforts qu'il faut faire pour grossir au bout d'un moment sont très très supérieurs aux bénéfices que tu en retires, et donc le groupe s'est auto-effondré en quelque sorte. Et tant mieux pour moi, ça m'a permis de construire ma vie intellectuelle. Mais je pense que ça aurait été terrible pour moi d'avoir à ce moment-là accès à Internet. Ouais, c'est plutôt pas optimiste. Mais ça me concerne que moi. Encore, oui. D'autres personnes auraient peut-être découvert la tronche en biais, par exemple, et des chaînes rationalistes, et auraient trouvé des arguments. Mais moi, me connaissant à l'époque, je ne serais pas du tout allé chercher ça. Je serais allé chercher des biais de confirmation, encore une fois, de la symbolique numérique. Et j'ai cherché bien plus tard. Hein. J'ai regardé et j'en ai trouvé. J'ai trouvé des choses. Et donc, mais à ce moment-là, ça ne me faisait plus aucun mal, évidemment. Donc, j'aurais trouvé, ouais. Alors, donc la déconversion, elle arrive plus tard. Moi, j'étais étonné, hein, je pensais qu'elle serait venue plus tôt. Mais en fait, c'est à l'université, même à la fin. J'étais croyant encore. Oui, c'est au moment de mon master qu'il se passe quelque chose d'essentiel. Ouais. Donc, pour la plupart des gens, le master, c'est déjà loin dans le parcours. Bac plus 4, donc, assez lentement, la déconversion se fait. Dans d'autres pays, l'accès aux études supérieures d'un enfant de pauvre, hein, je caricature, mais bon, c'est un peu l'idée qu'on a, ça ne va pas de soi. Donc, dans quelle mesure cet accès à l'université a-t-il joué ? C'était essentiel aussi, je crois, même si, encore une fois, une déconversion, utilisons ce terme, peu importe, une prise de distance, elle ne se fait pas selon une variable. On me demande quelquefois qu'est-ce qui a déclenché. Non, je ne peux pas. J'essaye dans le livre, justement, et à l'adresse notamment des zététiciens et des rationalistes. Si j'écris ce livre, c'est aussi comme un témoignage prototypique de ce qui peut se passer. J'espère qu'on y trouvera aussi des ressources de ce point de vue. Donc il n'y a pas une variable, mais il y a quand même un élément essentiel, c'est mon mémoire, parce que je décide de faire mon mémoire sur la superstition. C'est pas pour rien, parce que je suis encore croyant à ce moment-là. Je prends une croyance qui me paraît inoffensive, décharnée en quelque sorte. Parce que qu'est-ce que c'est la superstition? C'est croire à un lien de causalité, sans intermédiaire. Toucher du bois porte bonheur, par exemple. Si je touche du bois, ça va provoquer un effet. C'est ça mon idée. Mais je ne sais pas pourquoi. Il n'y a aucune argumentation. Bien sûr qu'il y a probablement des symboles derrière tout ça, mais je ne les connais pas en tant que superstitieux. Et donc je me dis, moi je vais chercher le sens profond de ces symboles et je vais trouver des vérités cachées, etc. Et en même temps, bien sûr, je vais faire mon mémoire d'un point de vue très académique. Voilà. Et puis, je découvre dans les mécanismes que je mets à jour, des mécanismes d'épicerie mentale, tout simplement, c'est-à-dire utilitaristes. En d'autres termes, je vois que la superstition, elle sert, y compris statistiquement, toutes les études le montrent, dans des situations d'incertitude. C'est-à-dire que je vais me servir de ça comme un outil pour réduire l'univers des possibles et pour faire advenir des espaces-temps qui font l'objet de mon désir. Et je me reconnais. Quand je vois ça, j'ai pas mal travaillé d'une certaine façon, parce que je me reconnais et je sens tout de suite. C'est-à-dire que ma peur précède ma conscience. Dans ce cas de figure, je sens que c'est un danger intellectuel et je traverse du coup, non pas une dépression, mais une phase mélancolique assez forte. Et donc, si je n'avais pas fait d'études,
Si j'avais été aux États-Unis, par exemple, ou dans un pays où les études étaient très chères, ben peut-être qu'aujourd'hui je serais encore croyant. J'en sais rien, là on fait de l'histoire fiction, mais c'est tout à fait possible. Non, je dois dire que l'université française, non pas en tant qu'institution, mais par les possibilités qu'elle offre de construction intellectuelle, m'a sauvé. La sociologie m'a sauvé. Et c'est moi qui me suis sauvé, bien sûr, c'est moi qui l'ai écrit ce mémoire. Donc, je ne veux pas essentialiser la sociologie, mais il est évident qu'en tout cas, cette opportunité de construction intellectuelle, elle m'a sauvé, oui. Donc moi je le dis, parce qu'on est sur ma chaîne, je témoigne, Tolkien, je l'ai rencontré jeune aussi, et l'université m'a aussi, si je fais ce que je fais, parce que j'ai eu l'occasion, je suis le premier à avoir le bac, comme toi, ouais. Dans d'autres pays, j'ignore ce que je serais devenu. Absolument. Absolument. Donc merci quand même à ce système qui a plein de défauts, mais qui est quand même bien. Alors, avoir adhéré, comme tu l'as fait, à des croyances extrêmes, est-ce que ça rend plus indulgent, ou plus exigeant, ou intolérant face aux récits extrémistes, alternatifs, bizarres qu'on rencontre? Est-ce que ma question est mal posée? Non, je la comprends bien, c'est une bonne question. Je dirais, encore une fois, j'hésite à généraliser, si tu veux. Pour ma part, je dirais que ça m'a rendu plus tolérant. D'abord parce que, même si on peut donner l'impression de parler sur sa tour d'ivoire et d'être méprisant avec les croyants, je comprends parfaitement que cette impression puisse la donner. En tout cas, moi, je comprends l'humanité qu'il y a dans les croyances, y compris radicales. Ce qui ne veut pas dire que je suis OK avec la rage que certains croyants ont, etc. Ça m'agace. J'ai été moi-même harcelé, comme toi, par certains d'entre eux. C'est évident que je trouve ça injuste. Mais par contre, mon premier réflexe en général, c'est par exemple de ne pas psychiatriser les croyants, même quand ils croient à des choses folles. Alors il se trouve que la psychiatrie a parfois un rôle, hein, je ne dis pas le contraire, dans certaines expressions croyantes, mais souvent j'essaie de reconstruire l'univers mental de l'autre. Et pour moi, c'est ça d'ailleurs faire de la sociologie des croyances, c'est reconstruire l'univers mental, son contexte social bien sûr, mais le contexte social c'est aussi un univers mental, c'est à quel type d'informations on a accès, etc. Ça, c'est la tradition de Max Weber, si tu veux, en sociologie, et celle de Raymond Boudon plus récemment. Donc je me reconnais un peu dans ces figures, et je dois dire que, en effet, le fait d'avoir été très croyant, ça m'a offert, j'ai l'impression, des outils intellectuels pour pratiquer le genre de sociologie que je fais. Et puis d'un autre côté, je ne suis pas non plus dans une position qui me semblerait une position un peu de curé, comme ça, il faudrait toujours sourire et tout. Non, parfois ça me fait rigoler aussi, comme n'importe qui, on a le droit de rire, on est des êtres humains, et des croyances qui me paraissent si loufoques que j'ai un peu d'ironie par rapport à elles. Je veux dire, il ne faut pas chercher à être... d'une façon générale, la pureté me fait peur, moi. Ceux qui accèdent, qui aspirent à la pureté me font relativement peur. Moi, je ne suis pas un mec pur, j'ai plein d'imperfections, donc parfois je ricane comme un idiot face à certaines croyances, mais globalement, j'ai le sentiment que ça m'a aidé à être, non, tolérant, c'est pas forcément le terme, mais à avoir de l'humanité, voilà, à ne pas perdre de vue que ce sont toujours des êtres humains. Voilà. Donc être indulgent. Une empathie, en tout cas, ouais, une indulgence, et encore une fois, oui, une forme d'universalisme, c'est-à-dire dire, moi aussi, dans certaines circonstances, je sais que j'aurais pu croire à ce genre de choses. Mais pour ça, il faut croire à des invariants mentaux. Voilà. Il faut croire à l'existence d'invariants mentaux pour trouver assez d'humanité, même dans les croyances les plus exotiques. En tant que biologiste, j'adhère. Donc arrive la question à 1 million. Quand la croyance s'installe, qu'elle prend toute la place, qu'elle apporte toutes les réponses, donc qu'elle est intégrale, comment on fait? Comment est-ce qu'on déradicalise quelqu'un d'autre quand c'est possible? Est-ce qu'il faut une aide extérieure? Quelles sont les recettes qui pourraient marcher? Alors, ce qui me semble relever du bon sens, c'est qu'il faut utiliser tous les moyens moralement acceptables, bien sûr, pour ne pas laisser l'individu s'enfermer dans ce que j'appelle un monopole cognitif. Ce que vont essayer de créer une secte ou toute section de radicalité, ce que créent des groupes Telegram aussi, hein, c'est pas forcément des groupes physiques, ça peut, donc on a des effets de polarisation, de radicalisation. Il faut essayer, comme je disais tout à l'heure, de maintenir le dialogue. Ça, c'est assez difficile. Ensuite, plutôt que de contredire les croyances de l'autre, ce qui peut marcher parfois, mais ce qui généralement ne fonctionne pas, à interroger plutôt le type de raisonnement qui a conduit l'individu aux conclusions qu'il a endossées sans toucher ses croyances.
C'est exactement ce que j'ai essayé de faire, et je ne peux pas dire que ça a marché parce qu'on n'a pas de résultat, avec ce groupe de jeunes radicalisés que j'ai suivi pendant presque un an dans le centre de Pontourny, et que j'évoque un tout petit peu brièvement, mais vraiment brièvement, parce qu'eux, ils étaient radicalisés plutôt à l'islam, mais il me semblait qu'y compris dans cette forme de radicalisation-là, il y avait à un moment donné un problème de perception des hasards, des coïncidences. Donc bien sûr que je me suis fondé sur ma propre expérience, et ce que j'ai essayé de faire avec eux, c'est simplement de les réaccoutumer à la possibilité du hasard. Et le hasard, c'est un autre vraiment très indésirable de la pensée, parce que c'est l'incarnation du non-sens. Quand on dit quelque chose arrivé par hasard, ça veut dire qu'elle n'a pas de sens, qu'il n'y a pas d'intentionnalité à proprement parler. C'est la rencontre de deux chaînes de causalité indépendantes, le hasard. C'est une des définitions qu'on peut donner. Et donc, quand je voyais ces jeunes et que je prononçais le mot hasard, mais vraiment à l'unisson, c'était drôle d'ailleurs, ils disaient « Monsieur, le hasard, ça n'existe pas ». Alors, je n'allais pas leur dire « Si, le hasard, ça existe ». On serait allé jusqu'où? À perte de vue? Non, ça n'existe pas. Et donc, je leur disais « Non, ok, peu importe, mais voyons un certain nombre d'exercices, des choses ludiques. » J'essayais de leur faire se rendre compte par eux-mêmes que quelquefois, une explication fondée sur le hasard est plus satisfaisante qu'une explication fondée sur une entité qui déciderait quelque chose. Mais je les ai laissés faire par eux-mêmes. Donc, pour répondre à ta question, c'est un peu comme un peu maïotique d'une certaine façon. C'est-à-dire que ce que tu peux faire, c'est accompagner la prise de conscience, et je ne crois pas, je l'ai déjà dit plusieurs fois, à la déradicalisation. Et je crois que bon, il faut bien utiliser des termes. Par contre, je crois éventuellement à l'auto-déradicalisation, c'est-à-dire la possibilité pour soi-même, mais ça prend longtemps, ça peut prendre des années, donc il faut avoir du temps, il faut avoir la motivation, et je comprends qu'on ne l'ait pas forcément, sauf quand ça touche un proche, de le laisser venir. Il y a, tu sais, ce qu'on appelle le sophisme de la profondeur explicative, c'est-à-dire l'impression, généralement, qu'on maîtrise des processus de pensée, des éléments de causalité beaucoup mieux que ce qui est. Quand on demande à quelqu'un comment fonctionne une chasse d'eau, par exemple, dans les toilettes, en général, on surestime notre connaissance. Et quand on lui demande de dessiner le schéma causal de la chasse d'eau, cette personne se rend compte qu'en fait, elle ne maîtrisait pas autant. C'est ça qu'on appelle le sophisme, la profondeur explicative. Avec les croyants, on peut souvent procéder comme ça. Même un conspirationniste, en général, il fonctionne surtout en convoquant des anomalies à ce qu'il appelle la version officielle. Et ça, c'est très facile de le faire avec la surabondance d'informations. On peut toujours trouver des trucs bizarres. Mais par contre, il n'a pas une théorie très très solide de la conspiration. Et quelquefois, il suffit juste de lui demander « Mais raconte-moi comment ça s'est passé vraiment, en fait, comment ils ont fait et c'est quoi l'intérêt ?» Ça ne veut pas dire qu'il va tout à coup prendre conscience, mais je crois que c'est la meilleure chose qu'on puisse peut-être proposer. Et puis, après, il faut accepter quand ces croyances, elles ne sont pas forcément nuisibles, que les gens ne se font pas de mal, etc., de laisser faire. Moi, je me suis vraiment posé cette question à propos de mon oncle, qui est un personnage central du récit, qui est un individu qui m'a apporté beaucoup culturellement. C'est grâce à lui que j'ai eu accès à la culture, Tolkien par exemple, mais les Beatles, la musique, les BD, Fluide glacial, Métal hurlant, etc. Tout ça, c'est lui. France Culture aussi, que j'écoutais, j'y comprenais rien, mais j'écoutais avec lui étant petit. Et c'est un homme qui a cru toute sa vie, mais cru à des choses folles. Il croyait aux fées, etc. Et il a vécu chez sa mère toute sa vie, sans amour. Voilà. Est-ce qu'on peut vivre toute une vie sans amour? Voilà. Il n'avait que ça, en fait. Il n'avait que ses croyances. Et on s'est disputé 10 ans avant sa mort et on ne s'est plus jamais reparlé pour une histoire de croyance. Parce que justement, j'ai voulu le contredire. Il croyait qu'il y avait des mammouths vivants en Sibérie. Et je lui ai dit que ça me paraissait loufoque comme idée. Parce que si on avait, admettons, en quoi ce serait, pourquoi on n'en parlerait pas au journal de 20 h, etc. Il a trouvé ça... C'est pas en soi... C'est pas un point de départ pour une théorie très très... Non, et puis en quoi ça gênerait les puissants? Et il m'a dit, t'es bien naïf, etc. Enfin, il est tombé dans des chemins conspirationnistes, en l'occurrence. Et a posteriori, je me demande pourquoi, en fait. Pourquoi il a fallu que je fasse ça? Et si jamais j'avais réussi à défaire ses croyances, qu'est-ce qui lui serait resté à lui, qui vivait chez sa mère, à un âge où il était quasiment plus possible pour lui de trouver un emploi. Il s'était arrêté à la 3e au collège, un autodidacte complet. Et donc je me suis vraiment posé la question, faut-il toujours? Je ne sais pas ce que toi t'en penses, c'est une question que tu dois te poser aussi, faut-il toujours en fait? La réponse est non. Il faut bien mesurer la balance bénéfice-risque, c'est pas que pour les vaccins, c'est pas que pour les autres, c'est aussi nous dans notre travail. Arracher la croyance de quelqu'un, c'est pas un acte innocent.
Alors, tu as évoqué le hasard. Justement, j'avais prévu. Le lien entre mauvaise perception du hasard et séduction des récits complotistes est une hypothèse qui est souvent évoquée, et elle revient ponctuellement dans le livre. Et pourtant, et j'en ai parlé avec Nicolas Gauvry, qui est l'auteur avec Pascal Wagner-Egger et Sébastien Léguez, les gens qu'on a reçus sur l'émission, d'une étude de 2015 qui montrerait que ce lien, en fait, qu'on suppose, il n'est pas si fort que ça. Et comme ça date de 2015, et que j'ignore quel est l'état de la littérature, tu l'as peut-être suivi, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, vraiment, de solide ou pas, sur ce lien qui paraît évident, parce que quand on voit ce qu'on voit dans les récits complotistes, ça paraît évident, mais en effet, entre ce qui paraît évident et ce qui est vrai, des fois, il y a un gap. Oui, non, mais alors j'ai lu le papier 2015 et je connais très bien les auteurs pour lesquels j'ai beaucoup de respect intellectuel, et bravo de leur part. Donc oui, il faut faire attention aux liens qu'on peut faire spontanément. Mais alors dans leur étude sur la perception du hasard, on parle de choses extrêmement précises. La perception du hasard et la volonté de trouver du sens derrière les choses, on est déjà beaucoup plus là dans un domaine narratif. Et par exemple, il y a des liens avérés, à ma connaissance, dans la littérature, qui lient les croyances conspirationnistes aux capacités à détecter des agents, à voir dans les pareidolie des formes, par exemple. Donc on est plus dans ce genre de processus, c'est-à-dire trouver un agent du sens derrière des événements qui apparemment sont disparates. Donc l'événement de dévoilement que proposent les théories conspirationnistes, c'est de te montrer que des moments politiques, des moments de l'histoire qui te paraissaient déconnectés les uns par rapport aux autres sont en fait liés par une narration secrète. Et donc cet effet de dévoilement te donne une impression de surcompréhension tout à coup des phénomènes. Donc je pense que ce n'est pas du tout contradictoire avec ce qu'ils ont trouvé, mais ils ont raison, il faut faire attention. On est en tant que chercheur, porteur aussi, et là aucun chercheur ne le niera, de croyances qui sont contenues dans les hypothèses, mais précisément, les hypothèses, elles sont là, c'est pas grave d'avoir une hypothèse qui est fausse, elles sont juste là pour être testées. Quelquefois, le résultat est positif, quelquefois il est négatif. Eux, ils ont trouvé un résultat négatif, mais pour une fois, c'est rare dans la littérature, c'est un résultat négatif qui est presque plus intéressant qu'un résultat positif. Après, voilà, eux, ils sont intéressés vraiment au côté randomness mathématique en tant que tel, et peut-être moins narratif, mais comment on teste le rapport au hasard narratif? C'est peut-être plus compliqué à faire. Oui, ça c'est quand même un travail plutôt pour des psychologues, pour les psychologues qu'ils sont. Moi je suis sociologue, donc je les lirai avec beaucoup d'intérêt. Je ne crois pas que moi je produirai ces expérimentations, mais oui, tu as raison, il manque encore des chaînons. De toute façon, quand tu t'intéresses à ces questions, on s'intéresse beaucoup aux conspirationnistes sur multiples facettes, aussi bien si tu veux, les paramètres sociaux, économiques, on a fait ça avec Cordonnier et Cafiro, mais aussi bien sûr des paramètres cognitifs, parce que tout ça joue. La volonté de rapporter ces phénomènes à une seule variable est en général un trait idéologique. C'est l'idéologie qui fait ça, qui comprend le monde. Ça ne veut pas dire qu'elle a tort, cette variable, elle peut être impliquée. Mais quand on s'intéresse aux phénomènes sociaux, il est extrêmement rare qu'on ne soit pas face à des phénomènes qui soient hautement multivariables. Et puis parfois, en effet, ces variables, elles se contredisent entre elles. Et donc, c'est le moment de la construction de la science qui est long, il faut être humble. En termes d'humilité, est-ce qu'on en fait pas un petit peu trop, nous les sceptiques, les rationalistes? Est-ce qu'on n'a pas trop peur des extrémistes irrationnels, parce qu'il y a d'autres d'extrémistes, mais bon, ceux-là, est-ce que les antivax, les OCD du grand remplacement, les férus de fausse médecine ou d'arcomanie, ils sont très bruyants, on les voit beaucoup, mais il y a beaucoup de conflits, mais est-ce qu'ils sont si nombreux? Est-ce que leurs idées sont vraiment dangereusement contagieuses? Est-ce qu'on ne fait pas un peu trop? Est-ce qu'on n'est pas en train de paniquer? Oui, il pourrait y avoir une panique morale, et par exemple on pourrait être atteint nous-mêmes du sophisme de la pente glissante, c'est-à-dire avoir un certain nombre de signes avant-coureurs, en dessiner des scénarios apocalyptiques. Mais je dirais que, en partie, si nous arrivons à garder notre raison, c'est un peu notre rôle dans une démocratie. Et puis en plus, il y a une erreur de raisonnement, souvent. C'est vrai que ces groupes dont on parle, ils sont minoritaires. J'ai écrit beaucoup de papiers là-dessus, y compris déjà dans la démocratie des crédules, on l'oublie, mais pour montrer que précisément, ce qu'on appelle maintenant des super users, de super spreaders, c'est-à-dire qu'une faible proportion des internautes produisaient une proportion importante de l'information disponible. 1%, 33%. À peu près 1% des comptes sur les réseaux sociaux produisent 33% de l'information disponible. Et donc, l'erreur de raisonnement que je vois chez certains collègues,
consiste à croire que le rapport est linéaire entre la cause et les effets. Tous les phénomènes ne sont pas linéaires, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une cause minoritaire et qui est le produit des effets, par exemple politiques, tout à fait importants. On vient de vivre la pandémie, on n'est pas tout à fait sorti encore, mais enfin, elle ne nous inquiète plus beaucoup. Nous avons bien vu que les vrais anti-vax sont une minorité. Je ne parle pas de la méfiance vaccinale, ce n'est pas tout à fait la même chose. 4% anti-vax. Les vrais anti-vax sont peu nombreux, mais ils ont tout de même réussi à diffuser dans un halo relatif un certain nombre de propositions intellectuelles. Et on a bien vu que pour, par exemple, atteindre ce qu'on appelait l'immunité collective, une minorité pouvait être un barrage. Donc un phénomène minoritaire peut avoir des conséquences tout à fait importante au niveau collectif. C'est la même chose en politique, on vit en démocratie. On sait très bien qu'en général, il suffit de 2 ou 3% d'une population de vote qui bascule dans un sens ou dans l'autre pour changer le paysage politique. Donc il y a une erreur de raisonnement, encore une fois, qu'on pourrait dire une erreur de croyance qui a un rapport linéaire entre la cause et les effets. Mais ceci dit, je le redis, en effet, on peut parfois exagérer, mais dans une démocratie, c'est quoi la démocratie libérale? On l'oublie. Le cœur de la démocratie libérale, c'est l'équilibre des pouvoirs. Voilà. C'est l'idée qu'on peut remettre en question, mais c'est l'idée selon laquelle le fait que les pouvoirs se contrebalancent réduit la probabilité de chance de la corruption et d'abuser de sa position de pouvoir. Voilà. On peut avoir des doutes quant à ça. Moi, je ne connais pas de système qui soit pour l'instant préférable à ça. Le pire système, à l'exception de tous les autres, comme disait Churchill, je sais bien que c'est très critiquable, mais bon, j'attends de voir si d'autres systèmes ont de plus grandes vertus. Et de ce point de vue, dans la démocratie, je dirais publique, qui est devenue la nôtre, beaucoup de rationalistes s'assignent comme tâche de prévenir des dangers possibles d'un certain nombre de dérives qui n'adviendront peut-être pas. Mais le problème, c'est que quand ces dérives adviennent, il est trop tard. N'est-ce pas? Donc, oui, on est sur un fil tendu, je le reconnais, mais je trouve que ça ne dévitalise pas du tout le travail que l'on fait. Il y a d'excellentes raisons pour continuer à le faire. Alors, dernièrement, on a pu observer que l'ésotérisme progresse. C'est un peu une surprise, ça revient, notamment chez les jeunes. Est-ce qu'on sait pourquoi, monsieur le sociologue des croyances? Non, d'abord, alors je voudrais être sûr que le fait soit bien établi. Me souvenons toujours de Fontenelle, avant de trouver une théorie, assurons-nous de l'existence du fait. Je me suis un tout petit peu intéressé à ça parce qu'un libraire, que je ne nommerai pas, m'a averti du fait qu'une partie du pass culture des jeunes passait dans l'achat de mangas, ça on le sait, et pourquoi pas d'ailleurs, mais passait aussi dans l'achat, de plus en plus, me disait-il, de livres ayant trait à l'ésotérisme, l'astrologie, etc., etc. Je lui ai demandé de me fournir des chiffres. J'étais tout prêt à en faire une chronique, évidemment, ça m'intéressait, mais il n'a pas vraiment pu réunir les chiffres faisant cette démonstration. Il faudrait regarder sur des sondages longitudinaux, avec des questions à peu près comparables, s'il y a bien une progression dans le temps. Je ne la nie pas, je dis juste que je ne suis pas certain qu'on l'ait établi, parce que les adolescents, et ça c'est une enquête d'Antoine Delestre, qui est un peu ancienne, qui est un sociologue, qui nous a quittés aujourd'hui, et qui montrait que les adolescents étaient plus superstitieux que les autres classes d'âge. Donc il y a un pic, notamment pour mon mémoire, je me suis particulièrement intéressé à ça. Le moment de l'adolescence, c'est banal, mais c'est quand même un moment de construction identitaire, à la fois sur ses choix sexuels, par exemple, sur ce qu'on va faire plus tard, le genre d'études qu'on va faire. Donc on est au carrefour d'incertitudes qui peuvent rendre compréhensible la tentation d'aller voir un peu vers ces propositions-là. Et puis par ailleurs, je ne veux pas toujours accuser les réseaux sociaux, mais il me semble qu'un certain nombre de ces propositions, par des comptes TikTok, à ce que j'ai pu comprendre, ou Instagram, etc., font la part belle assez techniques qui rendent des services, ne l'oublions pas, que la science ne peut pas rendre. Vous ne pouvez pas demander à la science de vous aider à réussir vos examens, en plus simplement de les travailler, ou d'avoir de la chance au jeu ou en amour. On peut prendre des pilules peut-être, je ne sais pas, pour améliorer votre mémoire, ou en tout cas simplement de la vitamine C déjà, pour être éventuellement en forme. Je n'en sais rien, ce n'est pas mon domaine, mais peut-être qu'il y a des choses qui peuvent vous aider, mais globalement, la science ne peut pas faire grand-chose pour vous quand il s'agit d'avoir de la chance en amour, en jeu, etc., etc. Et donc, il y a des propositions là qui touchent
peut-être plus c'est jeune. Je ne sais pas si toi, tu as des chiffres qui montrent qu'il y a en effet une progression C'est aussi cette chose. un libraire, Thierry Jobard, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Je crois donc je suis. On l'a reçu dans l'émission. Et d'ailleurs, on en a évoqué ça avec Laurent Cordonnier, qui valide que le chiffre d'affaires des rayons ésotérisme progresse avec 2 chiffres depuis 10 ans. Donc, et ça prend de la place partout. Et ça touche pas spécialement les jeunes. Après, sur la tranche d'âge, c'est le témoignage des libraires qui ont le sentiment. Oui, alors là, sur l'aspect général de l'ésotérisme, ça, je crois qu'on a des chiffres beaucoup plus solides, en effet, y compris sur vente de livres, etc. Enfin, après, tous les proxys que tu peux utiliser statistiques vont un peu dans le même sens. Je ne vois pas, si tu veux, de spécificité dans cette espèce de subculture-là qu'on ne puisse pas expliquer par les arguments que j'ai essayé de développer déjà dans la démocratie des crédules. Donc on a ça, on a des minorités extrêmement visibles, on a des propositions intellectuelles qui ne sont pas concurrencées parce que la science ne peut pas apporter les mêmes services. Et puis en effet, auparavant, ce type de proposition a toujours existé dans les librairies, etc. Il y a des grands mouvements au cours du XXe siècle. Songeons au réalisme fantastique, par exemple. Berger Powell, Ce matin des magiciens. Il y a eu des tas de best-sellers autour de ces questions-là. Von Däniken sur la croyance aux anciens astronautes. Des millions de ventes, plus de 50 millions de livres vendus pour Von Däniken. Ça fait rêver. Ça nous fait rêver, c'est sûr. Et donc, simplement, ces propositions-là, elles avaient peut-être moins accès à l'espace public qu'auparavant, même s'il y a plein de contre-exemples, parce qu'il y a toujours eu des émissions un peu sur l'étrange, sur le bizarre, parce qu'il y a un public pour ça, qui avait un peu disparu et qui, je crois, là aussi, maintenant c'est des chiffres totalement dépassés, mais pour la démocratie des crédules, j'avais simplement utilisé le moteur de recherche Google sur un certain nombre de sujets. Et à l'époque, c'est plus vrai aujourd'hui, mais à l'époque, on trouvait facilement sur les 30 premiers sites, parce qu'en général, 99% des internautes s'arrêtent, c'est déjà beaucoup, les 3 premières pages, et on trouvait sur nombre de sujets, dont l'astrologie, une proposition très majoritaire des sites pro-astrologie plutôt que anti-astrologie, parce qu'il y a cette asymétrie, encore une fois, de la visibilité des points de vue. Ça progresse plus ou moins. Ce sont des croyances qui ne sont pas compatibles ou très mal avec ce qu'on connaît en science, donc il y a quand même une sorte de hiatus. Alors comment on fait quand on estime que certaines valent mieux que les autres? Est-ce qu'il faut ridiculiser les croyances fausses? Est-ce qu'il faut rendre plus attractives les croyances, la démarche en tout cas qui amène aux croyances vraies? Est-ce qu'il y aurait une troisième voie plus constructive? Alors, c'est ça qui est probablement le plus inquiétant par rapport aux éléments de conversation qu'on a eu tout à l'heure, c'est qu'on pourrait se dire, notamment pour la médecine, et c'est ce que montre l'enquête de Laurent Cordonnier, que je crois que tu as interviewé, et qui est assez précise là-dessus. Un des résultats intéressants, moi qui m'a intéressé, c'est de montrer qu'en fait, plus tu crois à des pseudo-médecines, moins tu connais un certain nombre de réalités, de fonctionnement du corps et disons, d'éléments qui font l'objet d'un consensus médical. J'avoue que je n'aurais pas forcément parié là-dessus avant. Je me serais dit que l'inverse aurait été possible aussi. C'est-à-dire que si tu t'intéresses aux pseudomédecines, peut-être aussi tu connais un peu l'anatomie humaine, la question de la santé t'intéresse en général. Et ton intérêt a été un peu dévié vers des croyances douteuses et fausses, mais tu as une bonne culture. Et en l'occurrence, ce n'est pas ça. Donc on voit bien que ces pseudo-médecines sont des cultures de substitution à la culture scientifique. Et c'est ce qu'avait d'ailleurs montré d'une autre façon Gingras, par exemple, et Alain dans une étude où il montrait que plus tu as des connaissances scientifiques, moins tu es enclin à verser dans toutes sortes de croyances. C'est plutôt la religion. La religion, exactement, oui, c'est ça. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a ce vieux mythe selon lequel, et ça aussi tu as travaillé sur cette question, ça t'a intéressé, selon lequel les scientifiques de très haut niveau, à un moment donné, rejoindraient des questions métaphysiques, et donc plus on était fort scientifiquement, plus on s'ouvrirait la possibilité de l'existence de Dieu. Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup en rapprochent.
C'est pasteur ou pas, enfin, en tout cas, la phrase est tout à fait. J'avais oublié cette phrase, mais c'est cette phrase qui dit exactement cette croyance populaire, en fait, qui est fausse, ce que montre Gingras et Alain. Et donc, ces pseudo-sciences sont plutôt des cultures de substitution. Et c'est là où elles posent vraiment problème, parce que ces cultures de substitution, elles peuvent aussi te conduire à t'éloigner de thérapie, de chimiothérapie par exemple. Là, c'est particulièrement grave, évidemment, mais aussi d'aller voir par exemple un psychiatre quand tu souffres d'un certain nombre de symptômes, parce qu'il y a des récits qui vont t'entourer, où tu vas t'auto-diagnostiquer pour des trucs, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas susciter de polémique, mais on a des cas sur lesquels on est en train, nous, de regarder, d'étudier sociologiquement les choses. Et donc, ça crée un grand tort à ceux qui endossent ces croyances que je dirais empoisonnées, en quelque sorte. Elles ne sont pas anodines. Les croyances qui sont anodines et d'autres qui ne sont pas anodines, c'est peut-être là qu'on doit jouer notre rôle, précisément, parce qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens qui vont s'empoisonner et donc se détourner de thérapie, par exemple, qui pourrait ou bien les sauver ou les guérir, ou en tout cas les aider à aller mieux. Et ça c'est un point important. Mais ça, je pense que c'est un combat dans l'espace public. C'est-à-dire qu'on n'est pas à la pince à épiler, individu par individu, tu fais bien ce que tu veux avec tes amis, tes proches, bon, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, oui, l'entretien épistémique, le temps long, la tendresse, parce qu'on aime ces gens qui sont autour de nous. Après, là, on est en train de parler de questions de politique publique. Et donc là, c'est la question de la prévention. C'est toujours pareil. Il est beaucoup plus facile de prévenir le risque d'endosser une croyance que de défaire une croyance chez quelqu'un qui l'a déjà endossée. Et donc, voilà, par exemple, le travail de Latron Chambier, d'autres, ou moi, ce que j'essaye de faire dans mes livres, c'est pas mon obsession de le faire, mais le simple fait d'expliquer comment se diffusent des croyances, comment est-ce qu'on peut croire vrai des choses qui sont douteuses, mais on peut le croire pour des raisonnements biaisés, tout simplement, ou pour un certain nombre encore une fois, de contexte politique, social, le fait d'être d'extrême droite ou d'extrême gauche, etc., peut prédisposer à certains endossements. Le fait de dire tout cela ne suffit certainement pas, mais peut aider un certain nombre de nos concitoyens à pré-bunker, en quelque sorte, c'est-à-dire à se dire « Ah, méfiant, je sais que dans ce contexte-là, je vais avoir envie de croire vrai ceci ou cela. » Et donc méfiance, on le voit sans cesse par des faits d'actualité. Je veux dire, aussi bien les événements de Crépol, les événements qui se passent dans la bande de Gaza, le bombardement de tel hôpital, etc. On voit bien que selon sa sensibilité personnelle, alors même qu'on ne sait pas encore, on est tenté de croire telle ou telle source d'information. Parfois c'est elle qui a raison, parfois elle a tort, et on est pris sans cesse, on se fait sans cesse taper sur les doigts. Et donc ce qu'on peut faire de mieux, peut-être, et c'est une torture pour l'esprit, c'est apprendre à suspendre son jugement, surtout quand on a envie de croire vrai quelque chose. Je dis souvent, peut-être la première prudence intellectuelle, c'est de s'interroger sur ce qu'on a envie de croire vrai. Ça ne veut pas dire que c'est faux ou vrai, encore une fois, mais ça veut dire que il va y avoir des conditions pour que notre vigilance épistémique soit plus basse sur des questions qu'on a envie de croire vraies ou fausses. Donc c'est là qu'on doit particulièrement se méfier et inviter à la méfiance. Donc ça veut dire, en gros, si je traduis en un mot, il faut que chacun entraîne sa métacognition. Si on a tous conscience que la métacognition existe et qu'elle est pratique, et que du coup on peut l'allumer. Enfin, en gros, c'est notre système 2, notre système 3 même. Oui, alors certains utilisent le terme système 3 comme Houdet par exemple, mais oui, en tout cas, une des clés sur laquelle il y a beaucoup de travaux aujourd'hui, c'est vraiment la question de la métacognition. Je renvoie d'ailleurs aux travaux de Joël Proust sur ces questions, qui est une philosophe, mais qui est une des grandes introductrices des recherches sur la métacognition en France. Et par ailleurs, il y a des travaux qui montrent justement que les incompétences métacognitives sont corrélées avec la radicalité, par exemple. Donc, alors, est-ce que ça va dans un sens ou dans l'autre? Est-ce que le fait d'être radical affaisse tes capacités, métacognitives, ou est-ce que c'est l'inverse? Je ne sais pas si on a réussi vraiment à démêler encore ce nœud-là, mais il y a un lien manifeste entre les deux, et donc oui. On est en train de se dire beaucoup sur la question du développement de l'esprit critique, notamment, qui est maintenant un serpent de mer, et sur lequel on a beaucoup de mal à aboutir à des choses très concrètes. On est en train beaucoup de se dire qu'une des clés est peut-être là.
Alors pour finir, on est sur Internet, hein, à l'heure actuelle, les gens nous regardent. On sait que les idées les plus performantes sont souvent des faussetés, pas toujours, mais parfois des arnaques, voire des portes ouvertes vers tout ce qui est la radicalité. On a le sentiment que les algorithmes des plateformes toutes puissantes, qui font un peu, on ne sait pas trop ce qu'il y a, c'est des boîtes noires, ne jouent pas un jeu honnête sur ces questions-là. Quelles sont les mesures, là c'est plus une question peut-être politique, qui devraient être prises pour qu'Internet soit un peu moins le festival de la confusion et des idées et des valeurs? C'est là où les choses deviennent très inquiétantes. Parce qu'effectivement, il n'y a pas que le fonctionnement de notre cerveau qui peut poser problème dans certains cas, c'est que ce fonctionnement, il s'emboîte beaucoup avec le fonctionnement des algorithmes. Ce n'est pas du tout une coïncidence, là, cette fois. Puisque une partie de la visibilité de ce que tu vas avoir sur les réseaux sociaux est fondée, y compris sur des études du fonctionnement du cerveau, de ce qui va hameçonner notre attention, par exemple. On sait que la conflictualité a été très mise en avant par Facebook pendant un temps, et les messages assortis de l'émoticône de colère étaient 5 fois plus visibles que les messages assortis du like, hein, donc il y avait une prime donnée à la visibilité, de visibilité à la conflictualité, non pas pour nous rendre fous, hein, là aussi, prêtons pas des intentions maléfiques à ces grandes entités, c'est juste qu'elles veulent faire de l'argent, et plus tu restes longtemps sur un réseau, plus elles vont pouvoir capitaliser en termes de publicité, par exemple, ton temps de cerveau disponible, entre guillemets. Et donc, évidemment que d'abord, moraliser cette visibilité, ces algorithmes, ce qu'on appelle aussi les dark patterns qui président aux réseaux sociaux, aux plateformes numériques, plateformes vidéo, c'est quelque chose qui est à faire, mais là où les choses sont bien engagées en Europe, avec le Digital Services Act, par exemple, c'est un vrai progrès. Hein, je ne sais pas si beaucoup se sont vraiment préoccupés de ça, mais on est en Europe, c'est un des sujets sur lesquels on est en pointe, donc disons-le, sans cocorico excessif, on est très en pointe. Et d'ailleurs, le monde entier regarde le RGPD avec beaucoup d'admiration. Lorsque j'ai dirigé cette commission que tu as évoquée en introduction, on a auditionné beaucoup de personnes, et des chercheurs, mais pas que, des gens des renseignements, enfin toute personne qui s'intéressait au flux numérique. Et on a vu que finalement, en Europe, on était un peu à la pointe. C'est loin d'être suffisant, malgré tout. Mais ce qui se passe aux États-Unis, c'est tout l'inverse. Là aussi, on a très peu commenté. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des chercheurs comme moi qui sont mis en examen là-bas, et dont on a saisi le matériel informatique à la demande des Républicains, et en particulier de la partie, je dirais, trumpiste des Républicains, qui considèrent, tu vas voir que c'est vraiment mettre la cause avant les effets, c'est magnifique comme effet rhétorique, c'est-à-dire qu'ils ont considéré que cette recherche était déséquilibrée et politique, parce qu'on aboutissait à la conclusion que ceux qui diffusaient le plus de fausses informations, c'était quand même, comme un peu partout, l'extrême droite. Et donc, alors évidemment, et en particulier l'extrême droite, c'est la branche trumpiste, grosso modo, aux États-Unis, des républicains. Et donc, c'est monté très haut. Et comme en plus, l'administration Biden avait pris langue avec ses chercheurs pour travailler de concert pour essayer de réguler ce marché de l'information, il y avait une sorte de conflit politique qui a été considéré comme avéré, et un certain nombre des collègues avec qui je suis en lien, en l'occurrence, ont des ennuis juridiques aujourd'hui, parce qu'ils ont simplement démontré ce qui est, en l'occurrence, qu'il y a une asymétrie de diffusion de fausses informations en fonction de la variable politique. Ce n'est pas la variable politique qui joue seule un rôle, encore une fois, mais elle joue un rôle tout à fait décelable statistiquement. On a la même chose ici en France, bien entendu. Et d'ailleurs, quand j'ai été auditionné à l'Assemblée nationale, la dernière audition que j'ai donnée, qui est filmée, que tout le monde peut aller voir, la seule personne qui m'a agressé, si je puis dire, verbalement, c'est une élue du Rassemblement national. Je me suis défendu, bien sûr, mais c'est tout à fait notable. Et en recherchant un petit peu qui était cette personne, parce que je ne la connaissais pas, c'était une députée, j'ai vu qu'elle était très anti-avortement, etc., que le vaccin, c'était pas tout à fait ça. Bref, il y a un profil qui se dégage de ça. Et donc, selon ce qui se profile, notre horizon politique, je ne suis pas forcément rassuré ou optimiste. On a fait 30 recommandations, on était 14 dans la commission en question, et le rapport est librement téléchargeable sur Internet, donc c'est gratuit. S'il y en a qui écoutent qui nous écoutent et qui sont intéressés, vous pouvez aller regarder ces 30 recommandations. Elles relèvent aussi bien du domaine juridique que de la régulation algorithmique, que du développement de l'esprit critique.
C'est ce qu'on a pu faire nous de mieux avec nos compétences. Il y a beaucoup de ces recommandations qui trouvent un écho dans le Digital Services Act. Ce n'est pas une coïncidence, évidemment. Et donc voyons, vous rappelez quand même qu'en cas de non-respect d'un certain nombre d'efforts qui sont demandés aux plateformes sur le territoire européen, les plateformes sont censées pouvoir payer jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires en amende, ce qui est mondial. Donc c'est quand même des sommes considérables, ça n'a jamais été le cas pour l'instant. C'est une épée de Damoclès. Je ne suis pas certain, j'avoue que là c'est hors de mon domaine de compétence, je ne saurais pas dire si ça va pouvoir fonctionner ou pas. On regarde ça en tout cas avec beaucoup d'intérêt. Un mot de la fin, un élément peut-être du livre sur lequel tu voulais revenir, qu'on n'a pas évoqué sur cette histoire? Pour conclure, pour que les gens partent avec une idée ou une question en tête. Ben, le mot de la fin sur ce livre, c'est que je raconte une histoire très personnelle. C'est quand même une histoire de pied nickelé, hein, je ne me prends pas trop au sérieux, j'espère que c'est drôle à certains moments. Mais en même temps, je crois que cette histoire, elle est exemplaire pour ceux qui s'intéressent au phénomène de croyance et de décroyance. Voilà. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui écoutent ta chaîne. Et au-delà, et j'ai encore plus d'ambition, je me dis qu'on a tous connu dans notre vie, qu'on ait été aussi radical que moi ou pas, ce qui est heureusement pas le cas pour beaucoup d'entre nous, on a tous connu la décroissance de la croyance. Par exemple, s'il y a des enfants qui regardent, il ne faut pas qu'ils écoutent, mais le Père Noël, tout simplement. Beaucoup d'entre nous ont cru au Père Noël et ont fini par décroire. J'ai même consacré un article scientifique, tu sais, à ça, dans les cahiers internationaux de sociologie. Ça m'a beaucoup passionné. J'ai fait une vidéo il y a 2 semaines. Ah d'accord, bah, je ne l'ai pas encore vue, je la regarderai. Et donc, ça m'a beaucoup intéressé, ce n'est pas pour rien que j'ai travaillé aussi là-dessus, j'étais très frappé étant petit de cela. Et je pense que c'est normal dans une vie d'être humain, dans notre système cognitif, d'avoir endossé des croyances, d'avoir connu le reflux de la croyance. Donc c'est une histoire, je dirais, presque universelle. Et espoir et déception sont quand même intimement liés. Il ne peut pas y avoir de déception s'il n'y a pas eu d'espoir auparavant. C'est souvent le prix à payer. Et il y a donc quand même quelques traces de mélancolie. J'espère qu'on sourit souvent, mais il y a un peu de mélancolie et je pense qu'il y a quelque chose d'universel. C'est ce que j'ai essayé de faire. C'est pour ça que j'ai accepté d'ailleurs d'écrire ce livre. Et puis il se lit comme un roman en fait. Hein. Ben, j'espère, ça me fait plaisir. J'espère qu'on tourne les pages. Et j'aurais pas accepté d'écrire ce bouquin si je croyais que ça parlait que de moi. Voilà. Je crois que très au-delà de ma petite histoire, ça touche des grands universaux de la pensée. Eh ben, merci beaucoup. Je crois que c'est l'heure. C'est l'heure. Donc voilà, donc l'exorcisme qui sort le 17 janvier. Ouais, le 17 janvier. Merci beaucoup. Merci à toi.